Donc, premièrement, un projet, c'est d'abord un maître d'ouvrage. Donc, pour dire qu'il y a un projet, il faut qu'il y ait un maître d'ouvrage. Donc, un maître d'ouvrage, c'est le propriétaire tout simplement du projet. C'est lui qui va gérer tout, qui va gérer les contrats avec les autres intervenants, qui va gérer les budgets, qui va gérer les délais. S'il n'a pas la compétence de le faire, par exemple, un médecin, il veut construire une clinique, donc il n'a pas le bagage technique, mais pour faire des contrats, elle délègue ça. On appelle ça de la maîtrise d'ouvrage déléguée. C'est-à-dire, elle donne tous ces pouvoirs-là à une autre entité qui a la compétence technique pour gérer ça. Donc, c'est d'où la maîtrise d'ouvrage déléguée. Par exemple, à l'échelle des États, nous avons le ministère, par exemple, de la Santé, le même principe, qui veut construire un hôpital, mais il n'a pas les ingénieurs, les techniciens pour assurer ça, pour comprendre le langage des ingénieurs et des architectes. Elle délègue ça, par exemple, au ministère de l'équipement qui va se charger de faire la réalisation de cette prestation. Au Maroc, nous avons l'Agence nationale des équipements publics, qui est une agence qui généralement fait de la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire il prend les projets auprès du maître d'ouvrage en échange d'une rémunération, et puis il assure la totalité. C'est-à-dire c'est elle qui recrute les ingénieurs, qui recrute les architectes, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, et c'est elle qui va gérer tout l'ensemble du projet depuis la conception jusqu'à la réception. Donc, premièrement, un maître d'ouvrage ou un maître d'ouvrage délégué. Deuxièmement, un besoin, qu'est-ce que je veux construire? Ensuite, un budget, un terrain, un contexte et un délai. Donc, c'est les composantes principales d'un projet de construction. Il faut avoir tout ça pour dire que j'ai un projet de construction. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai un besoin, j'ai un budget, j'ai un terrain, j'ai un contexte, j'ai un délai. Mon premier contact, généralement, les gens vont dire c'est l'architecte. Non, c'est pas l'architecte, c'est d'abord le géomètre topographe. Donc, le premier contact que le maître d'ouvrage va contacter, c'est le géomètre topographe pour avoir une idée sur le terrain. Donc, le géomètre topographe va faire le levé topographique du site. Il va nous ramener la surface, bien sûr. S'il y a des bâtiments existants, donc on va voir en détail qu'est-ce qu'il faut vérifier. Donc, quand on reçoit ce document-là. Mais généralement, le levé topographique, le site, l'implantation et tout, et la parcelle du terrain. Donc, une fois le géomètre topographe donc nous avons le travail du géomètre topographe, on prend ce plan-là, on contacte un architecte. Donc, lorsqu'on est en privé, c'est une entente directe. Je contacte directement 2-3 architectes. Lorsqu'il s'agit d'un marché étatique, c'est un appel d'offres. C'est-à-dire, je lance un concours. C'est plutôt un concours, c'est pas un appel d'offres. Donc, c'est un concours que je lance en tant que maîtrise d'ouvrage. Les architectes vont répondre et j'ai une commission qui va sélectionner le meilleur architecte qui sera en charge du projet. Donc, l'architecte, il a 4 missions initiales, principales. La première, tout d'abord, c'est l'analyse du besoin. Donc, il doit analyser le besoin sur le plan urbanistique, combien de niveaux, est-ce que vous avez le droit de faire un sous-sol ou pas, la façade, la hauteur du bâtiment. Donc, tout ça, c'est les exigences urbanistiques. Cadre technique, la possibilité. Donc, si vous avez votre projet, est-ce qu'il est techniquement réalisable sur la zone que vous avez choisie? Donc, tout ça aussi, c'est une étude que l'architecte doit faire. Le cadre environnemental, donc nous avons ici des considérations environnementales, de pollution et des effets de serre, donc surtout pour les grands projets. Et aussi le volet financier, vous avez un budget, il va voir est-ce que ce budget est suffisant, bien est-ce qu'il est adapté, ou bien est-ce qu'il peut faire l'affaire pour votre projet. Donc, il vous donne une idée, d'après son expérience et son retour d'expérience, sur le volet financier. Donc, une fois cette analyse est faite, on passe à la deuxième étape qui est les autorisations. Donc, là, pour concrétiser un projet, pour le construire, il faut une autorisation de construire. Donc, pour avoir une autorisation de construire, c'est l'architecte qui se charge de déposer le dossier auprès de la commune, donc que ce soit urbaine ou bien rural, ça dépend de l'emplacement du projet, pour avoir ce qu'on appelle le permis de construire. Donc, ça, c'est la deuxième. Et le permis d'habiter, une fois la construction est achevée, elle écrit un PV comme quoi la construction a été achevée. Elle délivre ce qu'on appelle donc le permis d'habiter, c'est-à-dire il demande à la commune de venir pour vérifier le bâtiment et atteste que le bâtiment a été terminé. Donc le permis d'habiter, c'est par habit de langage, c'est le permis d'exploiter. Donc c'est pas uniquement l'habitation, ça peut être un hôpital, ça peut être une clinique, ça peut être un bâtiment industriel. Habiter, c'est l'exploitation, c'est juste un habit de langage. Donc ensuite, la mission, la troisième volet de mission, c'est la production des plans, proprement dit. Donc, c'est le plan de situation, le plan de base, les vieux plans, les coupes, les façades, les lots de finition. Tout ça, ça fait partie de la mission de l'architecte. Donc, les lots de finition, c'est principalement, je ne vais pas m'attarder sur ça, les revêtements, les faux plafonds, la peinture, les façades et tout. Donc, ça, c'est l'affaire d'architecte qui va produire ces plans. Ensuite, nous avons la maîtrise d'œuvre qui est tout simplement le suivi des travaux au moment d'exécution. Il suit la qualité des travaux, le volet financier, donc l'avancement financier, l'avancement temporel, c'est-à-dire le délai, et la réception, notamment des ouvrages qui font partie de ces attributions, les revêtements, la menuiserie. Donc, tout ça, ça fait partie du travail de l'architecte. Donc, ça, c'est le deuxième intervenant de notre chaîne.
Le troisième intervenant, c'est le bureau d'études. Donc, le bureau d'études, nous avons plusieurs bureaux d'études. Ça peut être un seul cabinet qui fait le tout. Donc, ça peut être un seul cabinet qui fait le tout. Ou bien, nous avons des bureaux d'études qui sont spécialisés. Donc, le premier, c'est le bureau d'études structure. C'est l'objectif de notre formation. C'est l'étude de structure du bâtiment. Nous avons également le courant fort, courant faible. Donc, pour tout ce qui est structure, on va étaler rapidement. Donc, pour la structure, c'est principalement le béton armé, le béton précontraint, la charpente métallique, la structure mixte, les fondations. Donc, ça, c'est l'étude de structure. Ensuite, pour le suivi également, il suit la qualité de tout ça. Donc, tous ces volets-là, soit c'est lui qui fait le suivi, ou bien c'est un autre cabinet d'études qui vient au moment du suivi pour faire l'étude, pour faire le suivi. Mais généralement, surtout pour les projets étatiques, c'est le même bureau d'études qui a fait l'étude qui va faire le suivi de réalisation. La même chose, le volet travaux, la qualité, la conformité en normes, le volet financier, la gestion des délais et la réception aussi. Donc, c'est fait partie de la commission qui va suivre le projet. Nous avons également un deuxième lot qui est le courant fort, courant faible. Donc, c'est principalement l'électricité, la détection incendie, l'informatique, la téléphonie, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, la GTC. Donc, on connaît très bien l'électricité. C'est quoi? C'est l'alimentation du projet en électricité depuis le branchement du réseau public vers la répartition interne. La détection incendie, donc, c'est les systèmes de détection qui permettent de détecter le fumée pour permettre aux gens d'évacuer, d'appeler les sapeurs-pompiers pour limiter les dégâts. L'informatique, la téléphonie, le contrôle d'accès, c'est les contrôles d'accès des locaux depuis l'accès principal jusqu'au. Donc, s'il y a des locaux internes qui nécessitent un contrôle d'accès, la vidéosurveillance. La GTC, c'est la gestion technique centralisée, c'est-à-dire, pour les grands projets, nous avons tout un système qui nous permet de contrôler tout, de contrôler les filtres, de contrôler la climatisation, de contrôler l'électricité, de contrôler les pompes, de contrôler tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre bâtiment dans un système centralisé qui nous permettent d'anticiper les opérations de maintenance, que ce soit préventives ou bien lorsqu'on anticipe donc les pannes au niveau des installations que nous avons à l'intérieur de notre bâtiment. Le suivi également, la même chose, qualité financière temporelle. Nous avons également le volet fluide. Donc, pour le volet fluide, nous avons principalement la plomberie sanitaire, donc c'est l'alimentation en eau, l'évacuation, la protection incendie, c'est la protection LRA, les rebonds incendie, donc le système de lutte contre l'incendie en utilisant l'eau. Donc les sprinklers aussi, donc ça fait partie de la protection incendie. L'assainissement, c'est l'évacuation des eaux qui viennent du bâtiment, l'arrosage, la ventilation, la climatisation, le traitement d'air, le enfumage, donc tout ça, ça fait partie du lot fluide. Suivi, la même chose, qualité, financier, temporel. Nous avons également un dernier volet, c'est la sécurité incendie. Donc, pour l'établissement de la notice sécurité incendie et la conformité des livrables, donc la conformité des plans de bureau d'études. Donc, la notice sécurité incendie, c'est un document qui est établi soit par un bureau d'études sécurité incendie ou bien un bureau de contrôle qui a pour objectif de voir est-ce que la conception architecturale et l'étude technique qui est faite par le bureau d'études permet de respecter la norme en termes de sécurité incendie, en termes de la largeur du couloir, en termes des portes, est-ce qu'ils sont coupe-feu ou pas, en termes des locaux à risque, en termes de dégagement. Est-ce que nous avons suffisamment de dégagement dans notre bâtiment? Donc, tout ça, ça fait partie. Donc, sur la base des plans d'architecte et les plans du bureau d'études, elle établit des rapports pour voir est-ce que ces études-là sont conformes ou bien non conformes. Et nous pouvons également avoir en fonction des projets, des spécialistes. Par exemple, l'ascenseur, bureau d'études pour les façades, bureau d'études médicales, bureau d'études pour l'impact sur l'environnement. Donc, ça, c'est des projets. Ça dépend des projets, mais principalement, c'est les trois grandes catégories, à savoir la structure, conforme, courant faible et le lot fluide. Donc, c'est le pack qui renferme toutes les disciplines qui sont à l'intérieur d'un bureau d'études. Donc, ça, c'est le troisième intervenant. Le quatrième intervenant, c'est le laboratoire géotechnique. Donc, il a principalement deux rôles. Donc, un rôle au moment de l'étude géotechnique et un rôle pendant le suivi des travaux. Donc, pendant l'étude géotechnique, il étudie le sol d'assise des bâtiments. Elle nous donne les données sismiques du site. Donc, on peut également chercher en lisant le RPS 2011. Et la stabilité de talus. Si nous avons une construction qui va être construite sur un terrain en pente, donc c'est lui qui doit faire l'étude de la stabilité de terrain. C'est pas du projet, mais du terrain. Lorsqu'on applique les charges des bâtiments, est-ce que le terrain va rester stable ou pas? Donc, c'est l'affaire du laboratoire qui doit faire une étude géotechnique de stabilité des pentes. Au moment de suivi, c'est la réception des fonds, c'est-à-dire lorsqu'on fait le terrassement des fondations, elle doit vérifier est-ce qu'on a atteint le bon sol ou pas. Donc, est-ce que les recommandations qui ont été faites dans l'étude géotechnique, est-ce qu'ils sont conformes à la réalité du terrain ou pas? Donc, il fait une réception
des fonds de fouilles au moment des fondations. Elle contrôle également les matériaux, c'est-à-dire le béton, l'acier, la menuiserie, la revêtement, en fonction du contrat qu'elle a avec le maître d'ouvrage. Mais c'est surtout le béton, donc les essais d'écrasement de béton pour voir est-ce que le béton répond aux normes en termes de résistance à la compression et à la traction au moment de réalisation des travaux. Le cinquième intervenant, c'est le bureau de contrôle. Donc, le bureau de contrôle, sa mission, c'est pas, il va pas vérifier en totalité le bureau d'études. C'est une affaire d'assurance. Donc, lorsque le maître d'ouvrage, il veut assurer un bâtiment, c'est-à-dire comment assurer, donc il doit contacter un organisme d'assurance pour lui dire, je veux construire un bâtiment, mais je dois l'assurer au cas où il y a un problème. Il faut que l'assurance vienne me payer, m'indemniser. Mais vu que les assureurs n'ont pas suffisamment d'ingénieurs, de techniciens pour suivre tous les projets qui sont en cours de construction et qui veulent être assurés, donc qu'est-ce qu'on fait? On donne un agrément à des organismes qui s'appellent des bureaux de contrôle. Donc quand on entend un bureau de contrôle agréé, ce n'est pas agréé par l'État. Bien sûr, il doit être agréé par l'État pour exercer, pour avoir une entreprise. Mais l'agrément dont on parle, c'est l'agrément par les assureurs. C'est-à-dire que ce bureau de contrôle-là a l'autorité vis-à-vis des assureurs. Donc, lorsqu'il suit un projet, sur la base de ce qu'il donne comme livrable, l'assureur peut se baser sur ça pour assurer un ouvrage. Donc, brièvement, qu'est-ce qui se passe? Le maître d'ouvrage, au lieu de contacter un assureur, il contacte un bureau de contrôle qui est agréé par les assureurs. Donc, il le contacte, il vient, il contrôle tout. Il contrôle la conception, il contrôle l'exécution. Donc, il contrôle la conception, il contrôle le plan d'architecte, il contrôle l'étude bureau d'études, c'est-à-dire l'étude qui a été réalisée par le bureau d'études. Et on peut lui demander de faire une optimisation de la structure parce que les frais d'assurance sont proportionnels au coût de la construction. Donc, on peut lui demander de faire ça. Donc, une fois c'est fait, il contrôle également le suivi des travaux. Il fait des sondages, il fait des essais, il contrôle l'exécution, la qualité, la conformité. Donc, une fois le travail est fait, il établit ce qu'on appelle l'attestation de conformité des travaux qui stipule que ce projet a été conçu, c'est-à-dire conception, et réalisé conformément aux règles de l'art. Cette attestation est livrée au maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage peut tranquillement contacter un assureur pour demander pour qu'il lui assure l'assurance de son bâtiment. Donc c'est l'intérêt d'avoir un bureau de contrôle. C'est pas un deuxième bureau d'études qui va faire le travail du bureau d'études. Chacun a une responsabilité, chacun a un objectif. Donc le premier bureau d'études, c'est le premier responsable sur l'étude, c'est lui le premier responsable et le bureau de contrôle vient pour un peu s'ajouter comme un responsable. Il ne remplace pas le bureau d'études dans cette question de responsabilité. Donc c'est un point qui est important à comprendre. Donc, pour l'émission, j'ai déjà mentionné ça. Donc, il contrôle l'étude géotechnique, il contrôle le plan des bureaux d'études, il contrôle les plans d'architecte, donc structure, lot technique, note de calcul, il réceptionne les ouvrages, dans la phase travaux, il fait les vérifications de conformité, il fait des essais réglementaires pour s'assurer que le bâtiment a été conçu et construit conformément aux règles de l'art pour livrer ce rapport-là qui est important pour le maître d'ouvrage. Les deux autres intervenants qui interviennent dans un projet de construction, c'est l'OPC ou bien l'AMO. Donc, l'OPC, c'est un bureau d'ingénierie qui a des ingénieurs et des techniciens qui ont pour objectif d'assurer le bon déroulement, surtout dans la partie suivie. Donc, ordonnancement, pilotage. Donc, l'ordonnancement, c'est la préparation du chantier. Le pilotage, c'est la conduite du chantier. Et la coordination, c'est d'assurer la coordination entre les différents corps d'État. Donc, rapidement, l'ordonnancement, c'est la préparation et la collecte de la documentation. Le pilotage, c'est la qualité, budget et délai. Donc, on contrôle les 3 paramètres d'un projet de construction. La coordination, c'est surtout les réunions, la gestion des interfaces, la gestion des conflits entre les différents intervenants. Donc, lorsque nous avons des projets qui sont un peu consistants, nous avons beaucoup d'intervenants, nous avons beaucoup d'entreprises, on fait recours donc on appelle un OPC, donc c'est un bureau d'ingénierie qui est spécialisé dans la conduite de ce genre de projet. Et son rôle, c'est ça. C'est uniquement gérer les interfaces, gérer le projet, gérer les délais, gérer les coûts, donc à la place du maître d'ouvrage pour s'assurer que chacun fait sa tâche et que tout le cheminement donc logique de réalisation des travaux est bien suivi et bien réalisé par l'ensemble des intervenants et qu'il n'y a pas de litige, il n'y a pas de conflit. Donc, c'est son rôle d'intervenir pour fluidifier les tensions, fluidifier les relations entre les différents intervenants dans un projet de construction. Et en dernier lieu, nous avons les entreprises. Donc, c'est les entreprises. On a fait toute une conception, on a fait toute une étude. Il faut qu'elle soit concrétisée. Donc, qui la concrétise? C'est bien sûr les entreprises. Donc, soit c'est une seule entreprise avec des sous-traitants, principalement l'entreprise mère, c'est une entreprise de gros œuvres. Et puis, nous avons des sous-traitants en électricité, en électricité, donc climatisation, fluide, ascenseur.
des sous-traitants. Ou bien, c'est plusieurs entreprises. Donc, chaque entreprise a un contrat avec le maître d'ouvrage. Donc, l'entreprise de fluide, il a un contrat avec le maître d'ouvrage. L'entreprise Groser, il a un contrat avec le maître d'ouvrage. L'entreprise d'électricité, elle a un contrat. Donc, c'est un marché qu'on appelle un marché à l'outil. Donc, c'est un marché on a plusieurs entreprises en même temps. Donc, en finale, nous aurons les différentes disciplines. Donc, premièrement, Groser étanchéité. Les deux, ils sont toujours regroupés pour cette question de garantie décennale. Donc, nous avons une garantie sur la structure qui couvre le Groser et l'étanchéité. Donc, c'est pour cette raison qu'on les regroupe tous les deux. Ensuite, nous avons les courants faibles. On a vu ce que c'est. Les fluides, les finitions. Donc, les finitions, c'est le revêtement de sol, faux plafond, la peinture, la menuiserie, les façades. C'est les lots architecturaux ou bien les lots secondaires. On peut avoir également la charpente métallique, donc métallique, bois, aluminium. On peut avoir également des spécialistes, façades, ascenseurs, gaz médicaux. Donc, c'est des entreprises un peu spécialisées sur des termes qui sont pointus, comme j'ai dit, en fonction de la taille du ouvrage. Donc, j'ai une question dans la boîte de chat de M. Salhi. La différence entre la responsabilité du BCT et BRT. Donc, j'ai expliqué que s'il y a une défaillance, par exemple, là, un projet s'écroule. Nous avons un projet qui s'écroule. Donc, on va venir. La première chose qu'on va vérifier, on va vérifier les plans. On va vérifier tout d'abord les contrats. Est-ce que le maître d'ouvrage a appelé un architecte, un bureau d'études, un bureau de contrôle et un laboratoire dans son projet? Si le maître d'ouvrage a fait cette procédure, très bien. Donc, le maître d'ouvrage est liquidé de la responsabilité. S'il y a une défaillance au niveau du maître d'ouvrage, elle est responsable. C'est-à-dire, il n'a pas un bureau d'études, ou bien il n'a pas de bureau de contrôle, il n'a pas un intervenant, c'est son problème. Il est coupable. Donc, si le maître d'ouvrage n'a pas d'incident, on passe à l'étude. On passe à l'étude architecturale. Est-ce qu'il a été validé? Est-ce nous avons une autorisation de construire? Donc la partie administrative doit être vérifiée. C'est l'architecte est nickel, on passe maintenant au bureau d'études. Là, monsieur le bureau d'études, vous avez fait une étude de structure. Très bien. Sur la base de quoi? Sur la base de la norme X, Y, Z. Est-ce que vous avez respecté ces normes-là? On va voir. Donc, on va ramener un expert pour voir est-ce que votre étude est bien, ou bien l'étude du bureau d'études est bien calculée, respecte bien les normes. S'il y a une défaillance dans l'étude, même si le plan a été validé par le bureau de contrôle, ça ne dégage pas la responsabilité du bureau d'études. Tous les deux sont responsables. Mais chacun a des niveaux qui sont différents. Donc, si le bureau de contrôle a un contrat par sondage, c'est-à-dire avec le maître d'ouvrage, il va faire juste un contrat, une vérification par sondage. C'est-à-dire, il va contrôler une poutre ici, un plancher ici, donc il est responsable sur les éléments qu'il a contrôlés. Et peut-être elle sera engagée en fonction donc, du juge, elle sera engagée en totalité sur la responsabilité. On lui a dit, on vous a communiqué un dossier, vous avez visé, donc vous avez validé, donc ce sont temps que vous avez validé. Donc vous, les deux, le bureau d'études et le bureau de contrôle, tous les deux, ils sont coupables. Parce que le premier n'a pas respecté la norme, ou bien il a sous-dimensionné sa structure, et le deuxième, il a validé cette conception-là. Donc les deux, elles sont responsables. Donc, on a tendance à croire que dès que j'ai les visées du bureau de contrôle, je suis nickel, surtout le bureau d'études. Non. Donc, s'il y a une responsabilité, une défaillance dans l'étude, dans le respect des normes, si vous n'avez pas respecté une norme, si vous n'avez pas fait une vérification, par exemple, aussi aisément, bien, je dis n'importe quoi, une flèche excessive ou bien n'importe quoi, la responsabilité du bureau d'études, elle est engagée. Et si le plan est validé par le bureau de contrôle, sa responsabilité est aussi engagée. Donc, chacun avec le contrat qu'il a avec le maître d'ouvrage et les normes qui gèrent le métier. C'est bien. Vous êtes toujours avec moi, tout le monde. Si vous êtes avec moi, vous tapez s'il vous plaît oui, pour voir est-ce que vous êtes tous avec moi. Un moyen de vérifier est-ce que vous êtes toujours avec moi. Si Younes Lamari, Mahba, Houda, Oui, on est là. Ashraf, oui, Esson, Jonas. Très bien, très bien. Merci bien. Merci. Ça montre que vous n'êtes pas endormi par les informations un peu qui sont loin de ce qu'on espère. Généralement, par logiciel. C'est vraiment important. J'ai vécu ça et je suis en train de vous transmettre ce que j'ai vécu pour ne pas, surtout pour les débutants qui viennent de commencer leur carrière, c'est très important de comprendre ces rôles-là. Ça vous facilitera énormément le travail par la suite si vous faites de l'ingénierie structurelle ou bien vous faites votre travail d'ingénierie structurelle. Parfait. Donc, on passe à notre premier module qui est la collecte des données et la visite des lieux. Donc, je vous pose la question, pourquoi, à votre avis, la visite des lieux est importante avant de faire l'étude? Monsieur Salhi, et le cas où il n'y a pas de BET, est-ce que le maître d'ouvrage est aussi responsable? Oui, oui, il est responsable parce que il y a un décret, je ne me rappelle pas, il n'y a pas le BCT. Donc, le BCT n'est pas obligatoire. Je vais vous communiquer le texte du décret ministériel. Elle exige le laboratoire
Et peut-être, on n'appelle pas ça bureau d'études, on appelle les ingénieurs spécialisés. Donc on a l'architecte tout d'abord, il est obligatoire, le topographe, il est obligatoire, ensuite l'architecte, ensuite le laboratoire, et le laboratoire et le bureau d'études et le bureau de contrôle, on appelle ça les ingénieurs spécialisés. Donc, si vous avez uniquement un bureau d'études qui a validé l'étude et que vous avez un architecte, vous avez un laboratoire qui a fait l'étude géotechnique, vous avez donc le maître d'ouvrage. Dans ce cas-là, donc le bureau de contrôle, il n'est pas obligatoire. À ma connaissance, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un texte à part qui exige qu'il faut un bureau de contrôle. Peut-être pour les projets étatiques, on a une exigence au niveau de chaque ministère, mais pour les projets particuliers, il n'y a pas une obligation pour avoir un bureau de contrôle dans son projet. Mais il faut avoir un bureau d'études pour faire l'étude. Et même l'architecte, dans sa cartouche, il vous dit les plans de structure doivent être établis par un bureau d'études agréé. C'est tout ce qu'il y a. Il n'ajoute rien. C'est-à-dire, ce qui est obligatoire, c'est de faire faire l'étude de structure par un bureau d'études. Bien sûr, validé, c'est-à-dire validé par, il a une société qui est valable. C'est pas quelqu'un qui fait donc les études dans les cafés ou bien. C'est une société qui a un nom, qui a un registre de commerce, qui n'est pas en difficulté. Donc, il faut chercher un bureau d'études qui est bon avec corrélation avec la loi. Mais pour les projets étatiques, je sais pas, j'ai pas de connaissance. Est-ce qu'il y a une exigence particulière? Parce que dans tous les projets étatiques, nous avons des bureaux de contrôle. Peut-être au niveau ministériel, nous avons donc euh, une obligation par ministère ou bien des décrets ministériaux qui exigent d'avoir un bureau de contrôle. Donc, Monsieur Junior, la collecte des données est importante car elle permet d'identifier les zones du projet, de connaître ses spécificités contraintes, si zones inondables, nature du sol, présence des réseaux. Oui, très bien. Donc, ça répond à une partie de la question. Donc, la visite des lieux, c'est une étape cruciale dans les projets de construction. Et avant de continuer, je vais vous raconter une anecdote que je ne cesse de partager. C'est que nous avions un petit projet. C'est un centre hospitalier, un centre de santé. L'architecte s'est basé sur le plan de situation qu'on lui a donné. On n'a pas fait de levée topographique, là encore. Donc, on n'a pas fait de levée topographique du site. On lui a donné une parcelle. L'architecte, il a implanté sur la base d'un terrain horizontal. Et là, établi sa partie du marché, donc le CPS. On nous a communiqué ces plans-là. On n'a pas fait de visite. On s'est basé sur le plan d'architecte. On a fait l'étude et on a lancé la consultation. Puis l'entreprise sont venues. Donc, on a sélectionné l'entreprise pour réaliser les travaux. Et à notre grande surprise, lorsqu'on a fait une visite des lieux, c'était un terrain rocheux avec une dénivelée de 14 mètres. Donc, c'était quasiment très difficile de faire le projet et qu'on était obligé de tout refaire à cause d'une simple information. N'importe qui peut faire les visites, faire des photos et dire que le terrain, peut-être, il est difficile. Soit on change le terrain, c'est le moment, et changer carrément la conception architecturale, ou bien à s'aligner avec les exigences du terrain pour intégrer ça dans le CPS pour éviter toute surprise avec l'entreprise d'exécution. Donc, une simple information a coûté le projet plus de plusieurs mois de préparation et de réalisation d'études et qu'on doit refaire parce que donc on n'a pas fait de visite. Donc, très, très important. Et si on ne peut pas, faute de temps, peut-être, faute de zone géographique, aujourd'hui, on est dans un monde globalisé, on peut faire des études en Chine ou bien au Cuba ou bien en Espagne, je dis n'importe quoi. Si on ne fait pas ça, on demande au maître d'ouvrage de faire des photos. Donc, on insiste tout d'abord sur le levé topographique, il faut qu'il soit livré, surtout s'il s'agit d'un gros projet. Mais pour les petits projets, je vous parle à moi d'un centre de santé, c'est quelques centaines de mètres, donc c'est même pas 1000 mètres carrés, mais on était obligé de refaire tout le travail. Donc, si on a un projet important à faire, ou bien on n'est pas présent sur site, on demande au maître d'ouvrage, ou bien à l'architecte s'il est sur site, ou bien à quelqu'un de nous faire une vidéo maintenant avec les réseaux sociaux, avec les outils maintenant. Un téléphone peut très bien faire l'affaire, on envoie les photos sur WhatsApp. On peut très bien avoir une idée sur le site. Et on insiste aussi sur le levé topographique. On va voir aussi ce qu'il faut vérifier au niveau du levé topographique. Mais ces deux pièces maîtresses, la visite et le levé topographique, nous donnera énormément d'informations sur ce qu'on doit faire comme travail et notamment intégrer ça dans le CPS travaux, c'est-à-dire avec le contrat de l'entreprise, s'il y a des travaux supplémentaires qu'il faut réaliser.